La médiathèque L'Albatros vous propose l'envers du décor, le rendez-vous histoire d'Emmanuel. Nous abordons avec Samy Bounois, enseignant en histoire, la problématique de l'IA dans l'enseignement de l'histoire et les changements que cela a provoqués, ainsi que les adaptations du corps enseignant. Alors maintenant, nous allons aborder le sujet de l'IA, dont on parle beaucoup. Mais l'IA pour l'enseignant en histoire, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est un problème ? Vaste question. De fait, c'est un problème. Puisque ça arrivait très vite. Très rapidement, les élèves, les étudiants ont utilisé ChatGPT notamment, d'autres outils plus tard. Et on a dû, nous enseignants, répondre comment faire quand on a maintenant des outils qui permettent d'écrire très très rapidement des dissertations. Alors bien sûr, il peut être facile de voir un texte généré par IA, une copie d'étudiant générée par IA, ça peut être très très facile à voir, surtout quand on utilise soi-même l'IA, on repère les tics de langage, par exemple de ChatGPT, il a vraiment des tics de langage, il utilise certains signes, le tiret long, enfin ce genre de choses. Bon. Mais les élèves eux-mêmes ont appris à bien utiliser l'IA et parfois c'est très difficile de voir s'ils ont vraiment fait le travail. Donc un problème puisqu'il fallait, nous enseignants, que l'on s'adapte. Et donc ça s'est passé notamment par le fait de limiter les travaux écrits à la maison, puisque c'est très important pour les élèves et même pour les étudiants à l'université d'écrire par eux-mêmes, puisque on apprend à écrire en écrivant. Et c'est pas une compétence qu'on peut acquérir en faisant seulement des prompts sur ChatGPT. Maintenant, est-ce qu'on peut interdire l'usage des IA ? Ça me paraît très difficile. Ça, c'est un avis personnel. Je ne suis pas le seul à le partager. Mais pour ma part, je n'interdis pas l'usage des IA à mes étudiants parce que je sais qu'ils vont l'utiliser, tout simplement. D'une manière ou d'une autre, certains ne vont pas le faire, mais il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs de ChatGPT. Forcément, je me dis, la majorité vont l'utiliser. Par exemple, je ne donne plus de travaux écrits à la maison, mais seulement des travaux à l'oral, des travaux de lecture par exemple qui devront présenter à l'oral. On peut ainsi vérifier les connaissances et les travaux écrits se passent en classe, au maximum. C'est aussi difficile puisque le temps est limité. Alors, après, on peut aussi, apprendre à utiliser l'IA de manière plus intelligente, notamment leur faire prendre conscience qu'une IA n'est jamais parfaite, mais si les derniers modèles sont très très efficaces, il peut toujours y avoir des erreurs. C'est normal en fait. Et de toute manière, il faut toujours vérifier. Et donc, je demande toujours à mes étudiants une bibliographie de textes, de travaux, d'ouvrages, d'articles. Et je tâche de vérifier qu'ils les ont vraiment lus en les questionnant de manière pointue le jour où ils présentent par exemple un exposé à l'oral. Donc voilà, il faut s'adapter, mais je pense, de toute façon, on ne peut pas aller contre. Justement, c'est le problème du progrès. C'est qu'une fois qu'un progrès technique a lieu, et une fois qu'il s'est vraiment diffusé de manière massive, on ne peut pas aller contre. Alors, je parle de progrès au sens neutre, c'est-à-dire une avancée technologique. Après, oui, ça pose beaucoup de problèmes, et on peut se demander si c'est vraiment un progrès, étant donné aussi le coût social de production des IA, le coût environnemental, Enfin voilà, donc je dirais un problème, mais nous ne sommes pas à court de solutions. Alors comme vous l'avez bien dit, l'IA est installée, je ne pense pas qu'on puisse l'interdire, etc. Donc est-ce qu'il ne faut pas aller un peu au-devant et carrément apprendre ou essayer à ce que les lycéens, étudiants l'utilisent le mieux possible ? Oui, voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer à la fin de ma réponse, c'est-à-dire leur dire que une IA, ce n'est pas une source. Elle peut donner des sources, mais il faut les vérifier. Même les modèles les plus performants, parfois, même si c'est de plus en plus rare, hallucinent, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils peuvent inventer des choses. C'était massif quand ChatGPT a été déployé, la version 3.5. Aujourd'hui, avec par exemple GPT-5, ça arrive rarement. Mais de toute façon, il faut toujours vérifier. Par exemple, on forme nos étudiants aux commentaires de texte ou à la dissertation. Il est tout à fait possible pour l'IA de faire un très bon commentaire, une très bonne dissertation, à partir du moment où on lui a donné toutes les instructions sur comment on fait une problématique, comment on construit un plan, etc. Et on peut,
Je dis pas que c'est la solution. Utiliser l'IA pour bien comprendre comment construire une problématique, par exemple. Comme on dit souvent aux étudiants, mettre en tension les termes d'un sujet, relever le problème dans le sujet, le formuler de manière interrogative. Donc ça peut être une possibilité, à condition qu'on fasse réfléchir les élèves en fait. Et non pas que ils écrivent fais-moi le travail et puis hop, au bout de 10 secondes, c'est fait. Et ce qui est absolument essentiel d'après moi, c'est qu'il faut continuer à faire écrire les étudiants et les faire lire. Les étudiants, en tout cas, beaucoup d'entre eux s'en rendent compte quand même. Ce sont des jeunes adultes qui ont quand même conscience qu'ils ont intérêt à être armés eux-mêmes intellectuellement et à ne pas déléguer toutes leurs compétences intellectuelles à la machine. Pour les élèves du secondaire, ils sont plus jeunes, mais justement, il faut leur faire comprendre que si ils ont des problèmes d'écriture parce qu'ils n'écrivent plus du fait que l'intelligence artificielle peut écrire à leur place, c'est un problème, quoi. Enfin, comment avancer dans la vie avec des lacunes d'écriture, des lacunes de réflexion, bon. Donc ça complexifie beaucoup la tâche de l'enseignant, effectivement. Une question qui est en lien toujours avec l'histoire, c'est les images sur l'IA. Apparemment, il y a beaucoup de risques, des dangers par rapport aux images. Notamment, j'ai vu passer un rapport de l'UNESCO qui mettait en garde par rapport aux images qui pourraient menacer la mémoire de la Shoah. Oui, ça c'est vraiment aussi un énorme problème posé par les IA, c'est parce que les IA répondent aussi à des requêtes, et donc on peut tout à fait générer des fausses images ou des fausses vidéos, et aujourd'hui c'est très difficile, moi j'arrive pas à discerner une image faite par IA d'une vraie image, même une vidéo. Et d'ailleurs on le voit comment les militants politiques, mais aussi certains gouvernements utilisent des fausses vidéos pour faire de la propagande. Donc on est entré dans un nouvel âge de la propagande en quelque sorte, puisque effectivement c'est pas nouveau de trafiquer des photos, des vidéos, mais maintenant on le fait de manière tellement facile. Et comment s'y retrouver dans ce flot d'images, de vidéos fausses. Donc là aussi c'est très important d'enseigner l'esprit critique, c'est-à-dire de toujours vérifier, de toujours être sur ses gardes. De ne pas faire confiance à son biais de confirmation, c'est-à-dire de ne pas croire des choses parce qu'on a envie de les croire. Voilà. Parfois on voit des images et on veut que ce soit vrai parce que ça va dans notre sens. Il faut toujours penser contre soi-même, et les IA nous imposent cette réflexion accrue sur nos opinions et sur la démarche de vérification. Mais on rentre vraiment dans un monde extrêmement périlleux où la confiance s'amenuise, parce qu'il y a un terme qui est avant les IA a fait beaucoup parler, c'est le terme de post-vérité, l'idée selon laquelle le critère de vérité ne compte plus. Post-vérité incarnée par Donald Trump, qui peut raconter tout et son contraire dans une même phrase, et puis il s'en fiche, et puis ses électeurs s'en fichent, et puis qui s'en soucie vraiment. On peut protester, mais qu'est-ce qu'on fait après derrière face au président de la première puissance mondiale. Ce terme, il devient encore plus pertinent avec les IA, puisque quand on voit les images de propagande pour soutenir telle intervention dans tel pays, etc., les gens les diffusent, ils savent très bien que c'est faux. Ou les relaient, ils savent très bien que c'est faux. Mais est-ce que ça compte vraiment ? Enfin, j'ai pas de réponse claire, parce que là-dessus, je suis plutôt un citoyen qui s'interroge et qui s'inquiète. Je suis pas du tout un spécialiste. Mais ça pose des questions vraiment immenses auxquelles j'ai pas vraiment de réponse. Je suis vraiment désolé pour cette conclusion un peu décevante peut-être. Une dernière question, c'est est-ce que dans l'enseignement, il est prévu, ou est-ce qu'il existe déjà, je ne sais pas, des cours qui apprennent à lire une image ? Parce qu'on lit du texte, mais on peut lire aussi une image. Est-ce qu'il y a des choses qui existent ? Alors oui, déjà en histoire on fait du commentaire de documents iconographiques, mais ce qu'on fait en histoire c'est expliquer le sens d'une image, son contexte de production, qu'est-ce qu'elle veut dire, etc. Maintenant de plus en plus il faut apprendre à voir ce qui fait que cette image est fausse ou ce qui fait que cette image est vraie, et ça c'est quelque chose qui s'ajoute déjà à nos tâches. En tout cas, il y a des formations pour les enseignants sur les risques de l'intelligence artificielle. Après, la question précise était est-ce qu'il y a des cours à destination des élèves ?
sur comment tirer le vrai du faux. Oui, puisque bon, encore une fois, les fausses images, ça ne date pas d'hier, et on peut tout à fait, enfin, on fait travailler les élèves ou les étudiants sur la propagande, et pour leur expliquer ce que c'est la propagande, et ça aide aussi à comprendre la propagande actuelle, qui est, comme je disais, nouvelle, parce que fondée sur de nouveaux outils. Donc la réponse c'est oui, effectivement. Et je pense qu'il faut le faire d'autant plus. Très bien, je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous.